2025. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Fleury. Bon après-midi, ici Luciliengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En politique, le professeur Maurice Kamto réagit à l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le leader de l'opposition camerounaise dénonce ce qu'il qualifie d'acharnement politique orchestré par le régime en place pour l'écarter de la course à la magistrature suprême. Remerciant ses soutiens, il appelle tous les Camerounais à garder confiance. Une partie de son discours tout de suite. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. C'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux nombreux qui m'ont manifesté sans relâche leur soutien patriotique et démocratique durant cet épisode qui vient de se dénouer devant le Conseil constitutionnel le mardi 5 août 2025. Je remercie tout particulièrement l'honorable Jean-Michel Nietzsche, président national du FCC, coordonnateur de l'APC, ainsi que tous les membres de l'APC qui avaient décidé de porter ma candidature. Dans la même veine, je remercie le président national du Manidem, M. Anissé Georges Ekané, pour son patriotisme remarquable. Bien qu'écarté de la présidentielle de 2025, le professeur Maurice Kamto pourrait néanmoins jouer un rôle important dans le processus électoral. Nombre d'analystes estiment que ces consignes de vote pourraient fortement influencer les résultats du scrutin dans un contexte où la question de l'alternance politique devient de plus en plus pressante. Le reportage est signé Achille Kamga et Dani Warenze 2. La plupart des observateurs de la scène politique camerounaise restent convaincus de ce que Maurice Kamto aura un rôle déterminant à jouer lors de la présidentielle d'octobre 2025, malgré le rejet de sa candidature. La preuve, n'ayant aucun élu, c'est quasiment le rare parti qui a continué pendant au moins 5 ans à dominer la scène politique. C'est un rôle qui va dépendre de la décision qui sera dûment prise par l'Alliance politique pour le changement, l'APC, le Manidem et le MRC. Parce que c'est une coalition qui existe déjà. Et en cela, une bonne partie de l'électorat dévoué à la cause de l'ancien leader du MRC serait suspendu aux consignes de ce dernier. Maintenant qu'il est hors course, ça peut se décider entre eux maintenant là-bas et ça devient très compliqué. Et ça fait que de manière même s'il ne le dit pas, comment les gens peuvent de manière spontanée, ça base à lui, peut se rallier à ceux qui estiment de plus belle lurette qu'il faut que le pouvoir revienne au nord. La question qui se pose alors avec acuité est celle de savoir quelle serait l'option envisageable par le professeur Maurice Kamto dans le sillage d'une coalition de principaux candidats de l'opposition. L'UNDP a 7 députés, 17 communes, une mairie de ville, un conseil régional et plusieurs conseils municipaux. Il est donc fort possible que Maurice Kamto aujourd'hui jette le dévolu sur les deux figures du septentrion, Bello Popa d'une part et Issa Djourouma d'autre part. Aussi, rien n'exclut-il que Maurice Kamto jette son dévolu sur une coalition des partis politiques avec lesquels il a travaillé ces dernières années. L'UDC, le MRC, le SDF, le PCRN, l'UMS, l'USDP
ils ont tous travaillé ensemble sur la réforme du code électoral. Donc il est fort possible que Maurice Kamto porte également son choix, notamment sur une figure féminine, Patricia Tamjoya, avec qui elle a travaillé depuis 2021 sur la réforme consensuelle du système électoral. Pour l'heure, Maurice Kamto, candidat recalé du Manidem, et ses acolytes Anissé Kane, président du Manidem, qui a investi Maurice Kamto, Jean-Michel Nitieux, le coordonnateur par intérim de l'Alliance pour le changement du Cameroun, gardent silence sur leurs intentions. Et dans la continuité des dénonciations, le chairman du Social Democratic Front, Joshua aussi, accuse un conseil constitutionnel taillé sur mesure pour favoriser la réélection du président actuel Paul Biya. Dénonçant l'élimination sans raison du professeur Maurice Kamto, il appelle à l'union de l'opposition en vue d'un véritable changement. Le reportage de Jean-Paul Mboyo, Josiane Gok. Nous le disions, dans la continuité des dénonciations, le chairman du Social Democratic Front, Joshua aussi, accuse un conseil constitutionnel taillé sur mesure pour favoriser la réélection du président actuel Paul Biya. Dénonçant l'élimination sans raison valable du professeur Maurice Kamto, il appelle à l'union de l'opposition en vue d'un changement véritable. Le reportage de Jean-Paul Boyo et Josiane Gok. Dans sa déclaration, Joshua aussi prend position sur le contentieux préélectoral en regrettant que la justice n'ait pas été pleinement rendue pour certains candidats à la présidentielle par le Conseil constitutionnel, l'organe suprême du contentieux électoral au Cameroun. Par ailleurs, le leader du Social Democratic Front rappelle que l'expérience nous a appris qu'il est illusoire de croire qu'une autocratie peut être renversée par ce qu'il appelle, je cite, des raccourcis juridiques ou en s'appuyant sur des institutions et des organisations fragiles sous l'influence du régime en place. Pour le scrutin du 12 octobre prochain, le candidat du SDF Joshua aussi indique que son parti reste résolument attaché à la nécessité d'une compétition politique ouverte, juste et sans exclusive. Appelant les Camerounais à rejeter le statu quo, Joshua aussi invite donc à l'unité autour de sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il se décrit comme un candidat rassembleur et pertinent, porteur d'un programme politique citoyen et inclusif. Il invite le peuple et les leaders de l'opposition à s'unir autour d'un projet de transformation profonde du pays, axé sur la justice sociale, la paix, la dignité et le développement. Car pour sa part, l'élection présidentielle du 12 octobre est plus qu'un scrutin. C'est pourquoi le peuple, soutient-il, doit se tenir debout pour réussir l'alternance par la voie des urnes. Dans un autre registre, le professeur Christian Fouelefac est accusé par une amie de sa défunte épouse. Lors de son audition lundi dernier, celle-ci a désigné l'enseignant de l'université de Chang comme meurtrier, s'appuyant sur une confidence qu'aurait faite la défunte épouse. Des accusations rejetées par les proches du professeur Fouelefac qui dénoncent un complot politique. Le récit de Vivien Tonfac et Robert Kenyé. Devant les membres de la collégialité en charge de l'affaire Christian Fouelefac, enseignant de l'université de Chang accusé d'avoir assassiné son épouse, Dr Blanche Dontsa, il y a un peu plus d'un an, s'est présentée lors de l'audience du 4 août dernier, une amie de la défunte. Celle-ci a révélé ce qui serait des confidences de feu Dr Blanche Dontsa. Blanche, c'était une femme traumatisée. Il déclarait partout que c'était une vieille femme. Il ne ressentait plus rien à son égard. Et la défunte aussi, un mois avant sa mort, m'a appelé et m'a dit que son mari était devenu la terreur en personne vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des enfants. C'était devenu la terreur parce qu'il la menaçait à tout bout de champ. Ce qu'elle qualifie de terreur n'est pas le seul élément qui la pousse, ainsi que d'autres proches de la défunte, a soupçonné le professeur Fouelefac d'être le meurtrier de son épouse. Je suis également surprise qu'après sa mort, les autopsies qui montrent que c'est une mort criminelle, lui, l'époux qui devait se battre pour chercher à savoir ce qui a tué son épouse, qui demande une seconde autopsie, comme s'il voulait démontrer que son épouse n'a pas été assassinée. J'ai appelé Blanche, j'ai appelé son numéro, et effectivement, ce sont les enfants qui ont décroché. Ils m'ont dit, maman est tombée à la douche, on a appelé papa, il est venu la porter pour l'amener à l'hôpital. J'ai maintenant appelé leur père. Il m'a dit, oui, les enfants m'ont appelé, leur maman est tombée à la douche, je suis venu la chercher, nous voici à l'hôpital. J'ai raccroché, mais je l'ai rappelé quelques 10 à 15 minutes plus tard. Il m'a dit, Blanche est morte. J'ai donc sous-entendu que c'est entre les deux appels qu'elle est décédée. Ça veut dire qu'elle est arrivée à l'hôpital vivante. La partie adverse trouve très léger ses arguments. Au finish, elle n'a pas pu donner des preuves. Étienne Sonkin, depuis le début de cette affaire, a toujours soutenu que Christian Fouelefac, homme politique et président national du parti du Triangle National PTM,
est victime d'une conspiration au relent politique. Depuis, j'ai compris que cette affaire avait des sous-bassements politico-politiciens. Je n'en dis pas plus. Donc, il y a des forces tapis dans l'ombre qui manœuvrent cette affaire. Après plus de 3 heures d'audience, l'affaire a été renvoyée pour une 10e fois au 1er septembre prochain. Le professeur Christian Folefa, quant à lui, a été ramené à la prison principale de Tchang, où il est écroué. Enfin, dans la page santé, le Cameroun célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Selon le ministère de la Santé, seulement 43% des femmes pratiquent l'allaitement exclusif, malgré un taux global d'allaitement estimé à 89%. Face à ces chiffres inquiétants, les professionnels de santé pointent du doigt certaines pratiques socio-culturelles. Le reportage de Ben Christy Moudjo et Élisée Bokpa. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, l'allaitement maternel est pratiqué par 89% de femmes au Cameroun. Toutefois, des pratiques non recommandées font chuter la qualité du dit allaitement. Pour l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, c'est-à-dire sans autre repas, sans eau, on est à peine à 40%, alors que la cible mondiale pour 2025 est de 50% au moins. On a à peine 48% de mères qui mettent leurs enfants au sein dans l'heure qui suit la naissance. Et ça, c'est dommage. Des chiffres qui peuvent être améliorés si des systèmes sont révisés. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le gouvernement doit élaborer de nouvelles politiques publiques. Il faut que les lois et les politiques soient aussi conducives à l'allaitement maternel, dans le sens de congé maternité payé, congé paternité payé, d'espace de travail où on peut avoir une crèche ou un espace où la femme peut se retirer pour allaiter. Agents clés du système de santé, les personnels de santé sont appelés par l'organisme onusien à plaider notamment en faveur de l'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois. Les femmes également, avec leurs enfants, passent beaucoup de temps dans les centres de santé, que ce soit pendant les visites prénatales, postnatales, encore des opportunités pour faire vraiment le plaidoyer en faveur de l'allaitement maternel. Un allaitement qui, selon les professionnels de santé, n'a que des avantages. Le lait maternel, c'est vraiment le premier vaccin et c'est un produit qui a énormément en lui-même de produits anti-infectieux. Et particulièrement, il y a très peu de conditions qui contre-indiquent la pratique de l'allaitement maternel. La célébration de la semaine de l'allaitement maternel du 1er au 7 août permet ainsi de mener des plaidoyers en faveur de la démocratisation des bonnes pratiques, des principes qui se heurtent toutefois aux coutumes socioculturelles. Fin de la première partie du journal, l'essentiel de l'information en anglais avec Essie et Lucie Siliengo. Good afternoon once more. Once again, good afternoon, La Flasigny. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin in the crisis-hit northwest region of the country where the devastating effects of the socio-political crisis plaguing the Anglophone regions continue to weigh on the population. The people of Bali in the Mesam division are also trapped in this crisis and economic stagnation. These challenges, among other issues, to be addressed by the new divisional officer for Bali in the Mesam division who was recently installed. Boo Stella tells us more. Bali, in Cameroon's conflict-affected northwest region, remains a community in distress. Years of insecurity have shut down schools, driven away civil servants and elected officials, and crippled the local economy. Amidst these daunting challenges, a new administrative chapter begins. Chi Ignatius has taken over from Dolingo Diongo as divisional officer for Bali, and these challenges await him. Some major areas of concern include the education sector that has suffered the closure of several schools. Another major area of concern which I deem necessary to bring to your knowledge is the constant conflict between farmers and grazers. This, coupled up with some land boundary conflicts, have over the years jeopardized the long-sought peace necessary for the development of our community. While Bali's economy is on its knees and struggling to rise again, the subdivision serves as a major transit point for illicit goods, a challenge the new deal must urgently confront alongside efforts
to restore stability and governance. Peace and social cohesion to prevail before, during, and after the October presidential election here in Bali, and that he should remain extremely vigilant. During the ceremony at the grandstand in Bali, community leaders pledged their support to help restore trust and stability. We know who the constitutional authority is, so he should have no fear that in Bali. As Bali enters the back-to-school and election season, Che Ignatius begins his mandate amid hopes for peace and progress. The ceremony ended with a military march past by defense and security forces. In politics, following his exclusion from the October 12 presidential race, Professor Maurice Kamto breaks silence. In a televised speech, Professor Maurice Kamto reveals that all the ruling CPDM attempts to disqualify his candidacy at all costs, and that a fake candidate was created to show the world that there was pluralism. Let's take a listen to Professor Maurice Kamto in this excerpt. 26 July 2025, the Electoral Council of ELECAM rejected my candidacy for the presidential election, which had been duly submitted by Manidem. On 28 July, I lodged an appeal against this unfounded decision with the Constitutional Council. On 4th August, we presented this High Court with all the factual and legal arguments in favor of validating my candidacy, as well as the evidence establishing the imposture of the second candidacy attributed to Manidem. On 5th August, at the end of its deliberations, the Constitutional Council rejected my appeal for validation of my candidacy on the grounds that it was unfounded. The decision to exclude me from the 2025 presidential election was taken a long time ago by the CPDM regime. This regime never accepted the fact that we avoided the big political trap of the 2020 legislative and municipal elections by choosing the boycott. The regime wanted to destroy the CRM through these elections and never forgave us for escaping. From then on, the campaign to demonize the CRM and its national president was launched. The legislative and municipal elections scheduled for February 2025 were postponed until March 2026 in order to prevent the CRM from having any elected representatives and from being able to present its candidate in the presidential election next October. When it was discovered that the CRM had elected municipal representatives, the CPDM regime organized fake debates for several months on the nullity of the imperative mandate in order to show, in spite of this, that the CRM would not be able to present a candidate under its banner. And the exclusion of the Manidem candidate from the presidential race has triggered widespread condemnation from the international community, especially human rights organizations. Human Rights Watch criticized the Constitutional Council's decision to uphold the Electoral Council's rejection of Professor Maurice Kamto's candidacy. We have the details in this report compiled by Fomi Armstrong Sander. In a statement released 2 days after the verdict of the Constitutional Council, Human Rights Watch noted that the exclusion of Maurice Kamto, a key opposition leader from the race to Jtb, undermines the rights of Cameroonians to participate in free and fair elections. The group called on authorities in Cameroon to allow Maurice Kamto to run and stop their crackdown on opposition, releasing those arrested for political reasons. The rights group also highlighted the arbitrary nature of the Electoral Commission's decision, which claimed that Kamto's party, the Manidem, had sponsored a second candidate. Manidem's president, Anise Kane, had denied these claims, and Kamto's legal team has accused the government of attempting to shut down opposition. Human Rights Watch also urged Cameroonian authorities to respect the rights of citizens to participate in free and fair elections, saying that the exclusion of Maurice Kamto
and the crackdown on his supporters laid the foundation for unfair elections. The group called for the immediate release of all those arrested for political reasons, saying that their detention is a clear attempt to intimidate and silence the opposition. The upcoming presidential election in Cameroon are seen as a crucial test of Cameroon's democratic credentials, and Human Rights Watch's statement highlights the need for the government of Cameroon to ensure that the electoral process is free, fair, and inclusive. Still on reactions emerging, the SDF party, in a two-page press release, expresses regret over the manipulation of the Constitutional Council by an autocratic regime. To end the 43 years of suffering, the SDF calls on Cameroonians to rally behind the party. Innocent Azir read through the communique and put together this report. Page release signed by Honorable Joshua Osi, SDF national president and candidates for the October 12 presidential election. Regret is echoed following the ruling delivered by the Constitutional Council during the pre-electoral litigation. The party regrets that several candidates felt that justice was not fully served and that some were unfortunately granted a limited right of defense before the Constitutional Council that at the end validated 12 candidacies for the race to the presidency. Honorable Joshua Osi, from past experience, states in the press release that it is illusory to believe that an autocracy can be overthrown through legal shortcuts or by relying on weak institutions and organizations manipulated by the Biya regime. Recent happenings, according to the presidential candidates, remind that the credibility of any political endeavor depends as much on the methodology as on the cause it seeks to defend. Following the 12 candidacies that managed to infiltrate through the nets of the Biya regime, termed ruling autocracy by Honorable Joshua Osi, only the SDF, the Member of Parliament, says represents a credible offer for real transformation, endowed with a solid political apparatus present all over the national territory and deep political experience capable of bringing desired change and solving the close to 9-year-old Anglophone crisis. The SDF candidate, who calls on all Cameroonians to rally behind this force of change, also demands them to choose between three paths, being the status quo under which the nation has been sinking for decades, a mere game of musical chairs among actors of the same system, or a genuine change of course grounded in a deep and comprehensive refoundation of state institutions. Honorable Joshua Osi hopes to see a unified, courageous and determined people of dignity march towards the future with a calm and resolute heart to end 43 years of suffering, end the war in the northwest and southwest regions, grant amnesty to political prisoners, provide decent jobs, restore the dignity of the population of the Grand North, and so on. In news out of our national frontiers, it is a sad moment for Ghana as the country declares 3 days of national mourning after a military helicopter crash killed the defense and environment ministers among 6 others. Elsewhere in northwest Nigeria, at least 45 women, including children, have been arrested. Let's have the details in this report compiled by Immaculate Fogre. Ghana has declared 3 days of national mourning after 2 government ministers were killed in a military helicopter crash on Wednesday. Ghana's Defense Minister Edward Omani Mbwama and Environment Minister Ibrahim Mutala Mohamed were among the 8 people killed in a helicopter crash on Wednesday. A Ghana Air Force Z-9 helicopter crashed in the Forest Adansi area of the Ashanti region while heading to Obuasi, a gold mining area. Other victims include Samuel Sapong, Vice Chair of the National Democratic Congress Party, and 3 Ghana's Air Force crew members. Ghana's armed forces have launched an investigation into the cause of the crash. The bodies of the victims were transferred to the 37 military hospital in Accra. President John Dramani Mahama declared the event a national tragedy and ordered flags at half-mast. The helicopter was reportedly heading to an event addressing illegal mining, a major environmental issue in Ghana. Meantime, gunmen have kidnapped at least 45 women, children and teenagers in a raid in 5 villages in northwestern Nigeria. This is the second mass kidnapping in the area in recent days.
It should be recalled that on Saturday, 70 people were abducted in Sabongaring, Damri Zamfara State in northern Nigeria. In the last few years, armed groups, also known as bandits in Nigerian dialect, murdered hundreds of people and kidnapped thousands throughout the northwest. They hold hostages for long periods of time and demand ransoms to release them. In other news, the trial of former Chadian Prime Minister Succes Masra and 74 other defendants in the Mandakao case began on Wednesday, August 6 in Jamena. Succes Masra is charged with dissemination of racist and xenophobic messages, murder and criminal conspiracy in connection with a violent intercommunal conflict in Mandakao in May. A large security presence was deployed around the Supreme Court in Jamena, preventing public and media access. Succes Masra was not present but is expected to be heard on Thursday, August 7th. His lawyers were present but claimed they were denied access to all case files. If Succes Masra is convicted, he will be barred from running in the next presidential election in 2029. His supporters denounce what they qualify as witch hunt and a political trial. Ladies and gentlemen, that report compiled by Immaculate Fogwe on the abduction of 45 women, including children, in neighboring Nigeria, among other stories, brings us to the end of this edition of the Midday Bilingual News on Équinoxe Television. Ladies and gentlemen, do stay in the company of interesting programs on Équinoxe Television. Have a nice weekend. La Flessigny, enjoy the rest of your weekend. Thank you, Essiel Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent.